Merci Jean-Guillaume. Est-ce que vous m'entendez? Bon, donc, Monsieur le Premier ministre, Mr. Secretary, Monsieur le secrétaire américain, Madame la vice-présidente du Parlement, Messieurs les ministres, ambassadeurs et chers amis. Quel immense plaisir de vous accueillir tous à Tocqueville au nom du Figaro et notamment d'Alexis Brézé et de Vincent Trémollet qui n'ont malheureusement pas pu être là aujourd'hui. C'est un privilège de réunir une telle concentration d'intelligence, de compétences, d'expérience de terrain et surtout peut-être de bonne volonté, à la fois européenne et américaine, pour discuter du grave sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Merci à Alain Juppé de nous faire l'amitié d'ouvrir ces débats. Merci, Monsieur le secrétaire à la Défense, d'avoir traversé l'Atlantique pour participer à ces conversations et de débattre avec l'amiral Guillot, que je salue. Merci à Garry Kasparov et à Mikhail Khodorkovsky, grand nom de l'opposition russe, d'être avec nous pour la deuxième fois à Tocqueville. Merci au ministre des Affaires étrangères lituanien Landsbergis, dont j'ai eu le privilège d'interviewer le grand-père à Vilnius quand je couvrais la bataille pour l'indépendance de la Lituanie en janvier 1991. Merci à la vice-présidente du Parlement européen, Nicolas Baer. Merci à Pierre Lelouch et Hubert Védrine, qui ont occupé des postes de haute responsabilité aux affaires étrangères de la France. Merci à l'ambassadeur Dan Fried, qui représente notre partenaire, l'Atlantic Council. Et merci à mon ami Constantin Sigov et son fils et sa femme d'avoir fait le voyage de Kiev pour nous rejoindre aujourd'hui. Nous n'aurons pas le plaisir d'accueillir le Premier ministre polonais, comme nous l'avions prévu, mais nous avons un contingent polonais substantiel cette année, ce qui est important, et notamment le professeur Andrzej Nowak, un grand spécialiste de la Russie, que je salue. Je ne peux évidemment tous vous citer, mais je vois beaucoup de visages amis, et je mesure notre chance aujourd'hui. C'est grâce à Jean-Guillaume de Tocqueville et Stéphanie de Tocqueville que nous nous réunissons dans ce lieu absolument magique, chargé d'histoire et de sens profond, où Alexis de Tocqueville écrivit ses opus célèbres. L'aventure a commencé il y a 5 ans, quand au retour de mon voyage d'Amérique, où j'avais passé 8 ans, juste après l'élection de Donald Trump, j'ai compris que nos démocraties étaient entrées dans une zone de tempête et leur ai proposé ce projet de conversation civique pour combler le fossé dangereux qui se creuse dans nos sociétés où plus personne ne semble écouter personne. Ils ont embrassé l'idée avec enthousiasme, comprenant que sans conversation politique et civique, il n'y a plus de démocratie. Leur enthousiasme n'a pas failli depuis, malgré les vicissitudes du Covid notamment. Merci Jean-Guillaume, merci Stéphanie. Ici, chers amis, dans ce château, tout est ordre et beauté, luxe, calme et volupté, comme dirait Baudelaire. Les cygnes sur l'étang rempli de nénuphars qui rappellent les tableaux de Monet, la silhouette de ce magnifique château qui se détache sur le ciel très bleu aujourd'hui, les somptueux massifs d'hortensia mauve et violette, l'esprit de Tocqueville qui flotte dans les lieux. Mais nous savons qu'il s'agit d'un ordre précaire, car non loin de nous, sur le flanc oriental de l'Europe, le fer, le feu et le mensonge sont de retour. Le mensonge, oui, qui recouvre tout et qui s'insinue dans nos sociétés globalisées, dangereusement perméables, menaçant nos consciences et le socle même de nos démocraties. En effet, comme dans le livre de George Orwell, 1984, 2 plus 2 font à nouveau 5 en Russie. Et comme dans son autre grand livre, La ferme des animaux, la vérité devient le mensonge et le mensonge la vérité. En réalité, une sorte d'ouragan néo-totalitaire et néo-impérial souffle de Russie, l'ouragan de l'ordre poutinien. Il a fondu sur l'Ukraine et tel un train lancé à grande vitesse, il pourrait continuer sur sa lancée. C'est en tout cas la menace que profèrent ces idéologues tous les jours à la télévision. Comment l'arrêter? C'est la question centrale qui sera discutée aujourd'hui et demain. Nous avons un problème russe. Chers amis, en 1991, nous avons tous salué les retrouvailles russo-occidentales. Nous pensions qu'après le totalitarisme soviétique, la Russie se transformerait pour devenir une société libre, vibrante, pleine de promesses. Bref, qu'elle deviendrait un partenaire à part entière de l'Occident et tout particulièrement de l'Europe.
Je me souviens de cet espoir, tout personnellement. Je l'ai vécu comme jeune journaliste quand je couvrais la fin du communisme, et mes amis journalistes russes, qui formaient une génération de reporters formidables, l'espéraient aussi. Ils se voyaient comme partie intégrante de la civilisation européenne, au même titre que les Polonais, les Baltes, les Ukrainiens ou les Tchèques. Mais nous n'avions pas suffisamment bien lu Solzhenitsyn, qui avertissait que si l'horloge du communisme avait sonné ses derniers coups, il fallait prendre garde à ne pas périr sous les décombres du système qui s'effondrait. Or, c'est ce qui s'est passé. Malgré tous ces efforts, la Russie reste toujours coincée dans les décombres. Et de ces ruines a émergé un animal politique nouveau, partiellement nouveau, le poutinisme néo-impérial et néo-totalitaire qui, depuis l'arrivée de Poutine, fonctionne à la corruption, à la loi du plus fort et à la propagande et voit l'Occident comme un ennemi. Ce sont ces décombres que les Ukrainiens ont fui en affirmant leur choix européen. L'Occident n'a pas voulu voir cette métamorphose tragique de la Russie de Poutine. Il s'est obstiné à y voir un pays qui se modernisait et se remettait en ordre. Nous avons parlé avec légèreté de partenariat stratégique, alors même que Poutine entamait la reconquête intérieure puis extérieure du pouvoir et de l'empire, puis notamment par la violation de ses engagements internationaux. Nous avons cru que les vitrines chatoyantes de Moscou étaient la preuve de l'émergence d'une société civile russe, alors que cette société était battue en brèche et qu'une large part du peuple russe, pris dans un syndrome de Versailles, rappelant l'Allemagne des années 20 et 30, choisissait d'embrasser le messianisme de revanche de son chef. De ce point de vue-là, la guerre qui a fait irruption en Europe a pris les chancelleries de court, même si la plupart des pays d'Europe orientale et une fraction substantielle des russologues occidentaux sonnaient l'alarme depuis des années. Pourquoi ceux qui savaient n'ont-ils pas été entendus ? Quel cocktail d'ignorance de la réalité profonde du régime, mais aussi de cynisme, de pusillanimité, de postures supposément réalistes, d'intérêts strictement énergétiques, ont-ils mené à notre incapacité à arrêter le révisionnisme de Poutine ? Faut-il plutôt voir dans le désastre actuel le résultat de la condescendance occidentale, de l'humiliation que nous aurions imposée à la Russie, comme le pense une partie non négligeable de l'appareil diplomatique français ? C'est l'une des questions centrales que nous devons discuter aujourd'hui. Vous l'aurez compris, ce n'est pas mon analyse. Pour moi, c'est la nature du pouvoir russe qui a mené à la guerre, pas le supposé encerclement de la Russie par l'Ouest, ni la supposée nazification de l'Ukraine. Un pouvoir sans garde-fou qui a détruit tous les contre-pouvoirs à l'intérieur avant d'engager la reconquête extérieure. Un pouvoir qui a considéré que l'Occident était faible et qu'il avait donc un blanc-seing pour avancer. Ne nous y trompons pas, cette crise géopolitique majeure que nous traversons est profondément liée à la crise politique, morale, spirituelle, démocratique d'un Occident qui semble tenté par l'autodestruction et la guerre civile et qui semble plus préoccupé par une discussion sur le sexe des anges ou le pouvoir d'achat que par la prise de conscience des défis existentiels qui se posent à nous. Sans cette crise, sans la certitude de notre grande faiblesse, Poutine n'aurait jamais attaqué. Dans ce tableau grave et sombre, il y a toutefois deux raisons d'espérer, et c'est là-dessus que je terminerai cette petite introduction. La première, c'est la grande surprise de la résistance de la nation ukrainienne, de sa volonté de se battre farouchement pour sa liberté, de refuser la mort de ses citoyens comme celle de la nation ukrainienne, pour reprendre les termes de mon ami Konstantin Sigov. Nous devons saisir cette chance, défendre l'Ukraine, car c'est la meilleure chance que nous ayons de défendre l'Europe et l'Occident. La deuxième raison d'espoir, c'est que tout divisé et malade qu'il soit, l'Occident semble se réveiller et a montré pour l'instant son unité. Il s'est rassemblé, a mis en ordre un dispositif de sanctions sans précédent, il engage une révolution énergétique pour se défaire de la dépendance russe et il a commencé enfin d'armer l'Ukraine. Mais ce n'est que le début, la bataille va se jouer dans la durée,
Comme le notait récemment Garry Kasparov dans une récente conversation, deux sabliers sont en train de couler, celui de la capacité militaire russe, massive, mais qui est en train de s'étioler sous le carcan des sanctions, et celui de la capacité de courage et de persistance de nos démocraties. Je vous remercie.